Mesdames et messieurs, bonsoir. Zoom sur ce soir est consacré au projet de loi sur la pharmacie récemment approuvé par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a adopté la semaine passée un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la pharmacie. Ce projet de loi, qui comprend 40 articles modifiés, vise à garantir la qualité des médicaments, à lutter contre la contrefaçon et les circuits illégaux, à renforcer les contrôles, à moderniser la réglementation grâce notamment à 2 nouvelles plateformes électroniques, l'une pour l'enregistrement des médicaments et l'autre pour leur traçabilité numérique. Il s'agit également d'un pas important vers une meilleure gouvernance du secteur avec l'élargissement des compétences du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, la réorganisation du Comité national d'enregistrement et la mise en place de sanctions plus strictes pour les infractions liées à la qualité ou à l'exercice illégal de la pharmacie. Et pour parler de ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau Dr Ebicheikh Elkhou, conseiller technique chargé des médicaments et produits de santé au ministère de la Santé. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous recevons également Dr Thierno Mamadou Bokar Gueye, pharmacien, inspecteur pharmaceutique au ministère de la Santé. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons démarrer l'émission sans plus tarder avec ma première question qui s'adresse à Dr Ebicheikh Elkhou. Pourquoi le ministère a-t-il jugé nécessaire de modifier la loi rectificative à la pharmacie déjà amendée en 2015? Merci beaucoup et merci à Al-Mauritania pour cette opportunité afin d'éclairer ses téléspectateurs sur les amendements de la loi 2010-022. Il faut rappeler que cette loi 2010 date de 15 ans. Elle prévoyait 34 textes dont plus de la moitié n'ont jamais été pris, ce qui a fait un handicap pour son application. À cela s'ajoutait aussi certains domaines qui n'étaient pas couverts par cette loi. Je citerai entre autres le contrôle de qualité dont la réglementation était très limitée. Je citerai aussi tous les aspects relatifs aux dispositifs médicaux, aux produits cosmétiques, aux produits diététiques, à l'optique, qui n'ont pas été légiférés jusqu'ici, mais aussi certaines dispositions fort importantes de cette loi qui pouvaient améliorer la pratique de la pharmacie, mais aussi le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Et à tous ces aspects-là vient s'ajouter aussi l'aspect dissuasif des sanctions qui étaient prévues et qui n'étaient pas très dissuasives, qui n'étaient pas complètes, qui n'étaient pas détaillées. Et donc, nous avions vu qu'il était utile de reprendre le cadre législatif et réglementaire de la pharmacie pour pouvoir non seulement mettre le focus sur la qualité des produits pharmaceutiques, mais aussi l'exercice de la profession, et puis rendre les sanctions plus dissuasives, plus détaillées, et puis simplifier les procédures de contrôle et de régulation du secteur. Maintenant, quels sont les principaux objectifs poursuivis à travers cette nouvelle réforme? L'objectif fondamental et ultime de cette réforme, c'est de rendre la confiance dans les médicaments débités sur le territoire mauritanien. Et on peut décliner ce grand objectif en plusieurs objectifs spécifiques que sont améliorer la qualité des produits depuis la source jusqu'au patient, améliorer la traçabilité, mais aussi améliorer toutes les conditions de stockage à travers les bonnes pratiques de distribution en gros, à travers les bonnes pratiques de dispensation, à travers la formation des personnels et à travers aussi ces plateformes que vous veniez d'évoquer pour pouvoir assurer une traçabilité et in fine assurer aussi l'authentification des médicaments par le patient. Et c'est ça qui va crédibiliser les médicaments débités sur le territoire national et rendre la confiance dans nos produits sur le territoire national. Merci, docteur. Docteur Thierno Mamadou Bokar Gueye, le projet de loi prévoit la création de 2 plateformes électroniques, il vient de le souligner. L'une pour l'enregistrement des médicaments et l'autre pour leur suivi numérique. Pouvez-vous nous en expliquer le fonctionnement réellement? Bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être là Merci. Ce soir.
avec mon doyen, docteur Ebi Cheikh. Merci. En tout cas, je veux bien aussi rappeler les objectifs de ce projet de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale le mardi 28 octobre 2010. Donc, renforcer la qualité, renforcer le contrôle de qualité des médicaments, en tout cas, lutter contre tout ce qui est médicaments ou produits de santé contrefaits et aussi soutenir la production locale. Pour venir à votre question, l'enregistrement, le médicament est un produit pas comme les autres. Donc, l'enregistrement, c'est important et il est très important de le bien enregistrer. Il ne suffit pas d'enregistrer, de le bien enregistrer, puisqu'aussi il faut savoir l'origine, il faut savoir l'autorisation et la source. Et le statut du produit. Et en même temps, donc, quand on enregistre, il est important aussi de le suivre. Et maintenant, nous sommes dans le monde numérique. C'est important de le suivre numériquement du produit, comme l'a dit Dr Ebi, la source de la fabrication jusqu'au patient. Et pour le fonctionnement, comment ces outils numériques contribueront-ils à lutter contre la falsification et la circulation de médicaments non conformes? Bien sûr, c'est par la traçabilité. Les outils numériques permettent de traçabilité, comme je viens de le dire. Ça permet de tracer les produits, en tout cas de la fabrication jusqu'à la distribution et jusqu'au patient, en passant bien sûr par l'officine des pharmacies ou bien le dépôt pharmaceutique. Donc c'est la traçabilité qui est recherchée ici. Merci. Docteur, bien quoi ce projet de loi traduit-il la vision du gouvernement visant à renforcer la confiance des citoyens dans le système de santé? La loi s'inscrit dans le cadre de la mise en place des cadres législatifs et réglementaires du secteur, parce que dans le programme du président de la République, Tomouhi Watan, mon ambition pour la patrie, qui visait à assurer des médicaments de qualité tout au long de la chaîne et de haute qualité, je dirais. Et c'est ce programme qui a été traduit dans la politique du gouvernement le 4 septembre 2024 par son Excellence Monsieur le Premier ministre, en mettant ensuite en place une commission interministérielle de regroupement de tous les départements qui peuvent interagir ou agir sur les médicaments et sur la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir contrôler. Et c'est dans ce cadre que cette loi a été amendée pour pouvoir asseoir un nouveau cadre législatif et réglementaire qui va répondre mieux à cette nouvelle vision en termes de qualité, en termes de traçabilité, en termes de professionnalisation du secteur, mais en termes aussi, au finish, de protection des citoyens contre les effets des médicaments contrefaits, des médicaments trafiqués, etc. etc. Et le texte, proprement dit, comporte 40 articles modifiés. Quelles seront, selon vous, les modifications les plus structurantes pour le secteur de la santé? Le texte est venu mettre le focus sur 3 domaines fondamentaux mais complémentaires, même s'ils sont séparés en apparence. Le premier, c'est le contrôle de la qualité. Comme je le disais tantôt, l'ancienne loi ne prévoyait pas ou ne prévoyait le contrôle de qualité que lorsqu'on va enregistrer les médicaments, ce qu'on appelle dans notre jargon en pré-marketing. Maintenant, le contrôle de qualité va se faire sur toute la chaîne d'approvisionnement, aussi bien en pré-marketing qu'en post-marketing. En pré-marketing, ça veut dire que lorsqu'un laboratoire va déposer un dossier, il va falloir contrôler tous les échantillons qu'il va déposer avant de passer devant la Commission nationale d'enregistrement. En post-marketing, ça va nous permettre de se lever, prendre des échantillons lorsque les médicaments sont dans la chaîne d'approvisionnement, les prélever, les contrôler et voir si la stabilité des médicaments est maintenue et si la qualité est toujours la même. Ça, c'est un nouveau aussi domaine qui est le contrôle de qualité. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de construire un nouveau siège pour le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Le ministère est en train d'acheter les équipements pour pouvoir être doté d'une structure permettant d'assurer
ce contrôle de qualité suivant les normes et standards internationaux et le laboratoire lui-même va aller vers la certification ISO pour pouvoir aussi répondre aux exigences qui lui sont demandées. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Depuis la source, maintenant, nous savons que les médicaments sont transportés dans des conditions optimales depuis l'étranger jusqu'à Nouakchott et depuis Nouakchott jusqu'aux capitales de Wilaya, et puis aussi depuis les grossistes jusqu'aux pharmacies, les médicaments sont réfrigérés. Les conditions de stockage aussi vont être améliorées à travers l'exigence des bonnes pratiques en termes de stockage, en termes de distribution, en termes de transport, en termes de procédures, en termes aussi de respect des profils requis. Et dans chaque établissement de distribution, en gros, il est demandé d'avoir un responsable d'assurance qualité qui va surveiller la mise en place de toutes ces normes de qualité. Et le troisième domaine sur lequel aussi la loi est venue faire un focus, c'est tout ce qui est contrôle. Et ce qu'on appelle contrôle et régulation, c'est l'inspection pharmaceutique. La loi prévoit d'avoir des inspecteurs assermentés avec un serment qui existe déjà dans la loi, devant des tribunaux. Les modalités d'inspection, de prise d'échantillons, de contrôle, d'établissement de rapports, comment les échantillons vont être scellés, tout ça a été prévu par la loi et un texte ou deux d'application vont être pris pour détailler tout cela, pour simplifier les procédures d'inspection, mais les rendre aussi plus efficientes et permettre à l'inspecteur pharmaceutique de jouer pleinement son rôle dans ce dispositif. Voilà les trois grands domaines sur lesquels la loi est venue mettre le focus. Merci, docteur. Monsieur docteur Tcherno, parlant du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, qui voit ses missions renforcées, quelles sont ses nouvelles prérogatives? Donc, ce qu'il faut savoir d'abord que le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments joue un rôle très important dans le secteur pharmaceutique. En quelque sorte, c'est un gardien scientifique des médicaments et produits de santé en Mauritanie. Et donc, parmi ces missions, on peut citer la première mission, bien sûr, le contrôle de qualité des médicaments et produits de santé. Appuyer aussi la direction de l'approvisionnement en médicaments et produits de santé, qu'on appelle DAMS. Je pense que je prononce bien le sigle. Et aussi l'inspection générale de la santé. Et surveiller aussi le marché pharmaceutique qui a besoin d'être vraiment surveillé. Et il jouait aussi comme mission de coopération, comme l'a dit le docteur Ebi tout à l'heure, donc avec les nouveaux locaux qui verront le jour sous peu. Donc on aura à avoir un laboratoire de contrôle de qualité des médicaments qui répond aux standards de normes internationales et qui est prêt à, comment dirais-je, fonctionner correctement et garantir la sécurité et la qualité des médicaments au grand bénéfice de notre population. Et quelles seront ces nouvelles prérogatives par rapport aux anciennes? Oui, en tout cas, elles sont détaillées, les prérogatives sont bien détaillées au niveau du projet de loi, qui est maintenant voté à l'Assemblée et qui n'est pas encore promulgué. Merci. Et comment le ministère compte-t-il renforcer la coordination entre les structures de contrôle et les organismes de régulation? En tout cas, le ministère de la Santé fait beaucoup d'efforts dans la communication et pour ces organismes de contrôle. Pour ces organismes de contrôle que sont le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments, et la DAMS, DAMPS, et l'inspection générale de la santé à travers l'inspection pharmaceutique, donc pour qu'il y ait une synergie d'action et que ensemble, ces trois organes vont collaborer étroitement dans le cadre toujours de renforcer, comment dirais-je, la sécurité et la qualité des médicaments en Mauritanie. Monsieur docteur, pouvez-vous nous expliquer la réorganisation du comité national d'enregistrement des médicaments et les raisons de cette refonte? Merci. C'est plutôt la commission et non le comité, c'est la commission nationale d'enregistrement des médicaments, la CNEM. Et il faut rappeler que c'est la porte d'entrée de la qualité. Si on va assurer la qualité dans un système d'assurance qualité, l'enregistrement représente la porte d'entrée. Et l'enregistrement comporte deux volets. Il y a le contrôle en laboratoire, comme le disait mon collègue
Dr Gueye. Et je dois aussi rappeler que le laboratoire, en plus des 2 missions qu'on a citées en pré-marketing et post-marketing, va jouer aussi une 3e mission d'expertise. Et c'est le cas il y a quelques semaines. Il a reçu des échantillons de certains magistrats ou de certains tribunaux. Et là, il peut servir pour faire les expertises sur les médicaments et les produits de santé. Ça peut être la santé, ça peut être un autre demandeur. Pour revenir un peu à votre question, il y a le volet contrôle de qualité en laboratoire, mais il y a aussi l'étude des dossiers, et ces dossiers comportent en général tout ce qui est données administratives sur le fabricant ou le demandeur de l'enregistrement, tout ce qui est études toxicologiques, pharmacologiques, cliniques, etc. Ces 5 grands dossiers qui ont été demandés par le laboratoire ou le demandeur vont être étudiés par un comité d'experts. Les réformes que nous avions faites, c'était d'abord au niveau de la composition de cette commission. Cette commission a été élargie aux 3 ordres professionnels. Avant, seul l'ordre des pharmaciens était représenté. Maintenant, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins dentistes sont représentés. Nous avions aussi mis une nouvelle réforme qui est l'appel à des médecins experts, des professeurs d'université en fonction de la classe thérapeutique qui va être soumise. Lorsque les médicaments, par exemple, étaient en antibiotiques, on va faire appel à un infectiologue. Si, par exemple, c'est des médicaments de cardiologie, on va faire appel à un cardiologue pour pouvoir aussi faire participer nos experts médecins sur la décision à prendre. Concernant l'étude des dossiers aussi, il est prévu de faire appel à des experts, mais pharmaciens, spécialistes en pharmacie organique, c'est-à-dire la fabrication des médicaments, en toxicologie, en biologie, en pharmacologie, pour pouvoir aussi faire des études approfondies et se prononcer sur la qualité des dossiers qui ont été soumis à l'enregistrement. Nous avions aussi amené une nouveauté qui est le conflit d'intérêts. Avant, la personne qui faisait le contrôle de qualité peut aussi étudier les dossiers. La personne qui représente des laboratoires peut étudier les dossiers. La personne qui travaille dans un autre domaine peut aussi le faire. Et là, nous avions voulu rompre avec tout ce qui est conflit d'intérêts. Et les membres, le président de la commission, les membres de la commission, les experts, médecins ou pharmaciens, doivent signer une attestation d'absence de conflit d'intérêts pour ne pas être influencés dans le travail qu'ils vont faire dans la Commission nationale d'enregistrement des médicaments. Et enfin, nous avions aussi mis en place une nouvelle procédure, c'est que lorsque la commission siège, le point de départ de ces travaux, ce sont les médicaments qui ont été contrôlés par le laboratoire et qui sont conformes suivant les analyses en laboratoire. Tout médicament qui n'a pas été déclaré conforme en laboratoire n'est même pas recevable par la commission. Tout cela dans l'ultime objectif d'assurer la qualité de ces produits qui vont passer par plusieurs mailles et plusieurs filtres et être sûr que demain, lorsqu'ils sont sur le marché, ils sont réellement de qualité. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Docteur Thierno Mamadou Bocar Gueye, quelles dispositions ont été prévues pour encadrer la fabrication locale des médicaments et en garantir la qualité? En tout cas, la fabrication locale des médicaments, comment dirais-je, ça doit être une demande nationale. Et il est temps qu'on y pense. Et il est temps qu'il y ait des médicaments, qu'on fabrique ne serait-ce que des médicaments essentiels. Et c'est très important pour quand même assurer une certaine souveraineté par rapport aux médicaments. C'est important En tout cas, il faut quand même que ça doit avoir une législation très rigoureuse et contraignante quant aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, des produits, des matières premières jusqu'aux produits finis. Donc, il doit y avoir une grande série de contrôles de qualité des médicaments. Et donc, avec le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments, et avec l'Inspection générale de la santé, et avec la DAMS. Donc, avec ça, on peut vraiment arriver à soutenir la production locale et essayer de faire une réalité. Et je crois bien qu'il est temps.
Merci. Docteur Rkhou, le projet élargi, vous avez parlé dans votre introduction de l'élargissement du champ de la loi à de nouveaux domaines comme l'optique, les produits cosmétiques, l'hygiène et les régimes alimentaires. Pourquoi cet élargissement était-il nécessaire? Merci. La définition légale du médicament nous dit que tout produit est considéré comme un médicament lorsqu'il fait une prévention, lorsqu'il a une propriété curative, lorsqu'il permet d'établir un diagnostic ou lorsqu'il permet de corriger, restaurer ou modifier une fonction biologique de l'être humain. Partant de cette définition légale, certains aspects qui sont des médicaments réellement, à travers la loi 2010, n'ont jamais été légiférés. Parmi ceux-ci, on a les dispositifs médicaux, y compris des réactifs. On a les produits cosmétiques, parce que l'ancienne loi disait qu'en cas de danger, le ministre de la Santé pourrait réglementer cet aspect, mais aucun texte n'a été pris et le vide est resté. Cette nouvelle loi vient avec la nouveauté de mettre en place le cadre réglementaire concernant tous les vides qui ont été constatés dans la loi 2010-022 pour pouvoir aussi asseoir un cadre réglementaire qui va assurer leur qualité et donc protéger les citoyens mauritaniens. Et donc, il y aura des décrets pour les produits, un décret pour les produits cosmétiques, il y aura un décret pour les dispositifs médicaux, il y aura un décret pour les produits diététiques et il y aura des textes sur l'ensemble des produits qui sont considérés comme étant ou qui rentrent dans la définition légale des médicaments. Merci. Docteur, le texte introduit de nouvelles règles pour la gestion des substances dangereuses, toxiques ou stupéfiantes. Oui. Comment seront-elles appliquées sur le terrain? En tout cas, ce qu'il faut savoir que dans la classification des médicaments, il y a des médicaments comme on appelle des listes 1, liste 2, et les médicaments que vous venez de parler, les psychotropes, les produits dangereux, et qui sont quand même de prescriptions très restreintes, et qui sont des produits de haut risque, dont l'abus peut aussi nuire vraiment à la santé de nos populations. Si vous pouvez répéter la question. Je dis, dans ce texte, de nouvelles règles ont été introduites pour la gestion des substances dangereuses. En tout cas, dans le projet de loi, il a été vraiment bien détaillé comment dirais-je, les produits, les substances dangereuses, les produits toxiques. Et il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions qui ont été vraiment éclaté, détaillé au niveau du projet de loi qui est voté tout récemment. Et pour le ministère évoque la traçabilité numérique des médicaments via des numéros de série. Quel impact cela aura-t-il sur la transparence et la sécurité du circuit pharmaceutique? En tout cas, pour ce qui est de la numérisation, ça c'est de la sérialisation. C'est une, comment dirais-je, avec la norme, la norme GS1, qui est une norme qui consiste à essayer de donner à chaque produit, à chaque médicament, un numéro de série pour le suivre, le tracer, dans le but quand même d'avoir une bonne sécurité et lutter contre les médicaments contrefaits ou de produits ou de qualité inférieure, et bien sûr assurer la sécurité de ces médicaments de la fabrication jusqu'au patient, en passant par la distribution et la pharmacie. Merci. Docteur Rkhou, la réforme introduit de nouvelles sanctions administratives pour les contrevenants. Quelles sont les principales infractions visées? Merci, mais je voudrais compléter le collègue sur deux aspects. D'abord, je voudrais revenir un peu sur la fabrication locale. Pour dire que si la loi en parlait, c'était de manière très timide. Si je parle de loi, la loi 2010-022. Et dans la nouvelle loi, on va asseoir tout le cadre réglementaire concernant comment obtenir les autorisations. Comme il le disait, définir les bonnes pratiques de fabrication pour toute personne voulant investir dans la production locale et produire les médicaments localement. On va aborder les aspects de publicité et de marketing
on va aborder tous les aspects d'essais cliniques en termes de comité d'éthique, mais en termes aussi de protection des citoyens. Tous ces aspects n'ont jamais été abordés de manière détaillée dans l'ancienne loi, et donc on va asseoir ce cadre réglementaire. Le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est un peu l'aspect des produits toxiques dangereux. Et là, on a voulu aussi un peu élargir. Il y avait une loi sur les substances vénéneuses, c'est le terme consacré. Mais là, on va élargir en parlant de la fabrication, du transport, du stockage, de la délivrance, pour pouvoir protéger tout au long de la chaîne d'approvisionnement les citoyens mauritaniens contre cette manipulation. Il est vrai qu'au niveau des grossistes et au niveau des pharmacies, ce sont des substances qui doivent être gérées par un pharmacien dans un local fermé à clé, mais entre ce que prévoyaient les textes et la théorie et la pratique tous les jours, je pense qu'il y a toujours un creuset, et le nouveau texte va mettre l'accent dans le cadre des bonnes pratiques de distribution et dispensation dont je parlais tout à l'heure, pour que les choses soient professionnelles, respectant les normes et les standards. Pour revenir maintenant à votre question, oui, il n'y avait pas de sanctions administratives dans l'ancienne loi. Et l'inspecteur pharmaceutique, son rôle était limité à aller voir une structure pharmaceutique, à constater l'infraction et à revenir avec ce constat. Et les magistrats qui ont participé avec nous à l'élaboration de cette loi étaient tous unanimes que déjà cette loi était difficilement applicable pour des raisons multiples que je n'évoquerai pas ici. Et c'est dans ce cadre qu'on a décidé de mettre en place des sanctions administratives, mais des sanctions aussi sous forme d'amende et d'emprisonnement. Et pour ne pas oublier ça, je préfère les lire une ligne après l'autre. D'abord, parmi ces infractions, la non-tenue des registres, livres et documents requis par la loi, qu'on soit au niveau du gros ou au niveau du détail, il y a une documentation exigée par la loi qu'on doit garder, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et toute infraction liée à cela va être sanctionnée dans la nouvelle loi. La deuxième, c'est le non-respect des conditions, la non-délivrance de factures aux clients. J'ai été dans plusieurs émissions ici, et il y a des intervenants qui se plaignaient de ça. C'est un droit à l'acheteur, qui est le patient, et c'est une exigence aussi pour la structure de détail qui est l'officier. Il faudra beaucoup communiquer sur ça. Oui, tout à fait, on va communiquer, mais on va falloir mettre d'abord en place, parce que la loi, elle prévoit des fourchettes d'amende, parce que c'est des montants forfaitaires, mais on va mettre en place un texte qui va fixer le niveau des montants. Et je peux vous dire déjà que la fourchette va de 50 000 MRI à 100 000 MRI. De 500 000 à 1 million MRO. Oui. Le non-respect des conditions et procédures de sécurité en matière de transport des médicaments. On transportait les médicaments n'importe comment. Avec la nouvelle réforme, et depuis le début de l'année, de l'étranger à Nouakchott et de Nouakchott jusqu'au capital de Wilaya, on a tous constaté que les conditions de transport sont respectées. Si jamais quelqu'un ne respecte pas, quelqu'un au sens moral ou individuel, c'est-à-dire de détail d'officine, ne respecte pas ça, il sera aussi amendé parce que c'est devenu une infraction. La même chose aussi, le non-respect des conditions et procédures de stockage. Si l'inspecteur vient constater que les conditions de stockage ne sont pas réunies, il sait que c'est une infraction, et il sait ce qui s'applique à cette infraction, et il sait les modalités d'application de tout ça, et donc il peut agir en tant qu'inspecteur suivant les serments qu'il avait prêtés devant un tribunal. Cinquièmement, le non-archivage dans les délais prévus par la loi de la documentation relative à chaque lot de médicaments. Il y a une documentation qui doit être archivée, qui doit être gardée pour un nombre d'années données, suivant les bonnes pratiques, et donc si ce n'est pas fait, c'est une infraction. Sixièmement, la fourniture d'informations ou de données fausses concernant l'enregistrement des médicaments. Vous êtes en laboratoire, vous allez venir devant la commission d'enregistrement, il vous est demandé de fournir des informations scientifiques, c'est la base desquelles les experts et la commission vont se prononcer pour vous donner cette autorisation de mise sur le marché. S'il y a fausse déclaration des informations données, c'est une infraction et ça va être aussi
sanctionner. Le non-respect des normes et des bonnes pratiques de distribution en gros. On a déjà fait un guide. On est en train d'encadrer les grossistes depuis quelques mois avec des visites. On les reçoit au ministère et à partir du début de l'année, l'ADAMS va se retirer de cette opération d'encadrement et d'accompagnement et les inspecteurs vont descendre sur le terrain et celui qui n'a pas respecté ces normes et ces standards, c'est une infraction. Il va être aussi sanctionné en conséquence. Le non-respect, le non-engagement dans une clinique, parce qu'il y a un texte qui dit que toute clinique de plus de 30 lits doit employer un pharmacien pour la gestion des médicaments. Ça aussi, c'est une infraction. Si les cliniques ne le font pas, l'inspection va descendre et puis ils vont être sanctionnés en conséquence. Et dixièmement, la dispensation hors clinique. La dispensation, c'est-à-dire la délivrance des médicaments, doit se faire en officine, elle doit se faire dans les cliniques, mais si on attrape quelqu'un en train de faire la dispensation hors clinique, c'est une infraction, elle va être aussi sanctionnée. Et enfin, le refus de vente aux clients des médicaments disponibles dans une pharmacie ou un dépôt pharmaceutique. Et ça, malheureusement, ça arrive. Vous venez avec une ordonnance, on vous dit qu'on n'a pas, c'est une infraction, ce n'est pas acceptable. Comment celui qui achète le médicament peut prouver qu'il n'y a pas? S'il porte plainte, l'inspection peut descendre, c'est comme la facture, comme le récit. L'inspection, elle est là, elle ne peut pas intervenir pour aller inspecter, mais s'il y a une plainte, on va diligenter une enquête. Et s'il est prouvé que réellement il avait les médicaments, parce qu'il y a toute une traçabilité. N'oubliez pas que depuis le début de l'émission, on parle de la traçabilité, depuis le gros vers les détails. Et c'est pourquoi toute la documentation liée à l'achat des médicaments doit être archivée et doit exister. Tout va être informatisé. Donc, tout ce qui n'est pas dans ce circuit, il est considéré aussi comme un circuit illégal et tout circuit illégal aussi est sanctionné par d'autres textes. Donc voilà en gros les différentes infractions et les sanctions administratives y liées. Merci. Docteur Gueye, quelles sont les principales difficultés rencontrées aujourd'hui dans la mise en œuvre des contrôles qualité au niveau national? En tout cas, parmi les difficultés rencontrées, on peut citer quand même les ressources humaines qui peuvent faire défaut. Donc, il faut former vraiment des qualiticiens, des personnes qui sont imbus des notions de qualité. Et on peut se retrouver encore avec des difficultés d'équipement et d'infrastructure. Et aussi, on peut se retrouver aussi avec des difficultés financières, puisque contrôler un médicament depuis la fabrication jusqu'au point de vente, si vous me permettez l'expression, donc c'est toute une manne financière qui doit accompagner ce contrôle des médicaments. Donc entre autres, et puis la complexité aussi du circuit, la complexité du circuit aussi logistique du médicament, donc de la fabrication jusqu'à distribution, jusqu'à la point de vente, la pharmacie, tout ça là. Donc ça peut encore poser des problèmes pour comment dirais-je, pour la qualité, pour mettre ça en qualité. Maintenant, en matière d'inspection et de suivi, puisque vous êtes inspecteur, comment cette loi va-t-elle faciliter le travail des services régionaux et des inspecteurs de la santé? En tout cas, ce que je peux vous dire, que l'inspection a été vraiment renforcée. On est au nombre de 30 inspecteurs. 30 inspecteurs pour tout l'étendue du territoire? Bien sûr, mais il y a 4 pôles. Il y a 4 pôles, donc il y a le pôle médical, il y a le pôle pharmaceutique, il y a le pôle administratif et financier, et tout récemment avec la nouvelle création du pôle comment dirais-je, pédagogique qui s'occupe de tout ce qui est établissement de santé, de formation, donc les formations des infirmiers et des sages-femmes qui sont quand même en pilier dans le système de santé. En tout cas, donc grosso modo, c'est l'inspection étant renforcée, 30 inspecteurs, donc avec aussi l'appui des DRS, anciennement les DRAS, et les médecins-chefs de Mokata, donc la création et le recrutement à venir des pharmaciens au niveau de chaque DRS, ça va quand même épauler l'inspection et puis
améliorer les conditions de l'inspection et puis pourquoi pas aller jusqu'au dernier kilomètre. Merci. Monsieur Docteur, l'article 64 a été modifié pour limiter la prescription de médicaments à certaines catégories paramédicales. Quel est l'objectif de cette mesure? Merci pour cette question parce que c'est une question fondamentale et importante. La prescription des médicaments par les paramédicaux est une dérogation à la norme. Dans tous les pays, les paramédicaux ne sont pas autorisés à prescrire les médicaments. Cependant, il faut prendre en compte le contexte de chaque pays. Il fut un temps où les paramédicaux étaient dans les hôpitaux en Mauritanie et donc il n'y avait pas d'alternative et jouaient le rôle de médecin. Aujourd'hui, la situation a changé. Et ce que la loi amène, c'est que dans le secteur privé, le paramédical doit exercer dans un cabinet de soins. Parce qu'il y a une catégorisation des cabinets médicaux et des cabinets de soins. Mais dans le public, nous avions laissé le secteur public cette brèche parce qu'on tient compte de la réalité du pays où les paramédicaux ont besoin encore, où le secteur plutôt public a besoin encore des paramédicaux pour la prescription des médicaments. Mais on a voulu aussi organiser cette prescription en fixant la liste des médicaments que chaque catégorie doit prescrire, les lieux d'exercice de ces catégories, la formation et l'encadrement nécessaires, parce qu'il s'agit là d'une délégation de tâches, et on doit être formé sur la délégation des tâches, mais mettre aussi en place le cadre nécessaire, parce que l'objectif final de tout ça, c'est toujours la qualité d'un service et la disponibilité des services au profit des citoyens mauritaniens. On sait bien que dans les postes de santé, l'infirmier va continuer à prescrire, mais prescrire quoi, comment, c'est ça ce que cette loi va corriger, parce qu'aujourd'hui on assiste à des paramédicaux qui prescrivent les mêmes choses que les professeurs de médecine au niveau de toute la pyramide sanitaire, et c'est ce qu'on a voulu corriger à travers la modification de l'article 64. Merci. Et pour l'abrogation de l'article 152 qui met fin à l'interdiction de rétroactivité sur la propriété des anciennes pharmacies, quelle en sera la portée concrète? Si on revient à la loi 2010, dans son article 81, et même l'article 81 de la présente loi 2025-037, il est clairement écrit que la pharmacie ne peut être autorisée qu'à un pharmacien. Est-ce que c'est ce qui se passe? Oui, c'est ce qui se passe. Il fut un temps où des pharmacies sont tombées dans les mains de non-pharmaciens. Et avec la loi 2010, beaucoup de moratoires ont été accordés pour pouvoir rattraper, professionnaliser, mettre aux normes ces structures pharmaceutiques. Et ça n'a pas donné après 15 ans. Aujourd'hui, il n'est pas question, et il n'y aura pas de retour sur ça. Une pharmacie sera pour un pharmacien, une autorisation de pharmacie pour un pharmacien. Et la situation qui a fait tout ce manque de confiance dans les médicaments en Mauritanie va être corrigée, et la loi va être appliquée, et les textes d'application vont être pris, et pas de retour à la situation du passé. Là, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites, le manque de confiance du citoyen par rapport aux médicaments en Mauritanie. C'est entre autres dû à ce genre de comportement des pharmacies qui tombent aux mains de nos pharmaciens et des vendeurs, si je peux m'exprimer ainsi, des vendeurs qui n'ont aucune notion en médicaments. Est-ce que dans cette nouvelle loi, tout ceci a été pris en compte? Et si moi, en tant que journaliste, j'ai envie d'acquérir une pharmacie, je cherche un prête-nom, je ne sais pas, et le pharmacien va me couvrir, mais à la fin, la pharmacie m'appartient. Est-ce que vous avez prévu tout ça?
Oui, il y a deux dimensions dans votre question. La première dimension, c'est le professionnel qui travaille dans la pharmacie. Et la loi et la réforme dans sa globalité prévoit la formation de ce qu'on appelle le préparateur en pharmacie, qui représente à côté des pharmaciens ce qu'est l'infirmier à côté des médecins. Mais comme vous le savez, et vous l'avez si bien dit, nous avons des vendeurs dans des pharmacies qui n'ont jamais été formés. Et on va corriger ça, et la première promotion va être lancée cette année-là dans les écoles de santé pour pouvoir au moins se former ce qu'il faut comme vendeur de pharmacie dans toutes les pharmacies. Et je rappelle ici que les pharmacies en Mauritanie sont au nombre de 191. Les dernières statistiques, dont 174 à Nouakchott et 17 à l'intérieur du pays. Et à Nouakchott, 103 appartiennent à des pharmacies. Donc, on va essayer de corriger ça. Le deuxième aspect, vous avez raison, c'est exactement la méthode qui a été utilisée de manière subtile ou intelligente selon là où on se positionne. Mais il ne faut pas aussi mettre la responsabilité entière si c'est ceux qui voulaient tirer le maximum de profit de ce secteur, parce que les professionnels aussi étaient complices d'une manière ou d'une autre. Et donc, je pense qu'à partir de cette loi, une autorisation de pharmacie ne sera accordée qu'à un pharmacien suivant un cahier de charges et il doit s'établir suivant une carte pharmaceutique, mais suivant aussi des normes techniques de l'officine elle-même et un exercice personnel et permanent du pharmacien dans son officine. Docteur, peut-être que ce n'était pas prévu dans mon questionnaire. J'ai envie aussi de poser une autre question. Par rapport aux pharmacies de garde, c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Quand vous vous levez le week-end pour acheter un médicament, c'est tout à fait un problème. Parce que sur les portes des pharmacies, c'est bien inscrit la pharmacie qui est de garde. Et ici, chacun ouvre quand il veut, où il veut. Tout le monde est pharmacie de garde. Est-ce que ça aussi, ça va être réglementé? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais dans un langage peut-être beaucoup plus technique. Lorsqu'on va établir les normes de fonctionnement de l'officine, tout cela va être pris en considération. On peut même aller vers le régime de pharmacie de jour et de pharmacie de nuit. Ce n'est pas encore décidé. Dans tous les pays, ça existe. Il faut le dire que la situation en Mauritanie du secteur pharmaceutique n'existe nulle part ailleurs. C'est une situation unique où il y a eu le laxisme de ceux qui ont géré les responsabilités du secteur pharmaceutique, là où ils étaient. Il y avait la complicité des professionnels et il y avait aussi le profit des investisseurs qui ont profité d'une situation où il y avait beaucoup d'amalgames et puis qui ont essayé de faire de l'argent de ce secteur. Et c'est l'esprit et l'objectif de cette réforme et de ce cadre législatif qui est entre vos mains, qui est la loi, et de ces textes d'application qui viendront demain, pour pouvoir corriger toutes ces lacunes et ces dysfonctionnements et aller vers le normatif et aller vers le professionnalisme de la pharmacie en Mauritanie. Merci pour toutes ces précisions. Docteur Gueye, quel message souhaitez-vous adresser aux pharmaciens, importateurs et distributeurs pour les encourager à adhérer pleinement à cette nouvelle dynamique de réforme? En tout cas, cette réforme-là, c'est une réforme quand même profonde sur le secteur pharmaceutique, il faut le dire. Maintenant, la réussite de cette réforme-là dépendra de tout un chacun, que vous venez de citer, des importateurs, des pharmaciens, des professionnels. En tout cas, en faire une dynamique comment dirais-je, en faire une dynamique de traçabilité, de contrôle de qualité, de respect des normes et aussi de collaboration avec les autorités. Et ensemble, nous viendrons à bout des problèmes du secteur pharmaceutique en Mauritanie. Merci. Docteur Elkho, l'émission tire à sa fin. Quelles retombées attendez-vous de cette réforme sur la régulation du secteur pharmaceutique dans les années à venir? Les retombées seront multiples et concerneront toutes les parties. Les professionnels du secteur que sont les pharmaciens, les médecins
et autres corps de la santé qui sont concernés par les médicaments, mais aussi les investisseurs. Pourquoi? Pourriez-vous me dire? Je répondrai en disant qu'en jouant sur la qualité, en garantissant la qualité, on va encore crédibiliser notre médicament, recréer la confiance dans les médicaments, mais aussi tiller cette manque de confiance dans nos professionnels médecins, parce que d'aucuns disent que s'ils vont en Algérie, au Maroc, au Sénégal, on leur fait le même diagnostic, mais on leur dit que c'est une question des médicaments. Et donc, la confiance ici, ce n'est pas seulement les médicaments, mais nos professionnels aussi de santé. En assurant aussi cette réforme, et avec la qualité qui est recherchée à travers cette réforme, on va pouvoir aussi assurer la traçabilité de toute notre chaîne d'approvisionnement, depuis la source, en passant par le gros, les détails, jusqu'au patient. Et notre plateforme de traçabilité vise, au finish, à permettre au patient, qui est le dernier maillon, de checker et de voir, authentifier, et de pouvoir authentifier, ces médicaments qu'il est en train de consommer. Mais mieux que ça, on va pouvoir, à travers cette plateforme aussi, suivre les stocks des médicaments à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, lorsqu'on demande au ministère de la Santé de nous donner la situation des paracétamol à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, ça demande beaucoup de temps et de ressources humaines pour pouvoir y arriver. Avec cette plateforme, on va pouvoir tracer tout ça. Ça va permettre aussi à chaque catégorie professionnelle de revenir à l'exercice de sa profession. Le médecin va assurer la prescription, le pharmacien va assurer la dispensation et le paramédical va assurer son rôle dans ce dispositif et ce système de santé. Et donc, on va aller vers la complémentarité et non la compétition négative où chacun veut jouer le rôle de l'autre. L'infirmier à la place des pharmaciens, l'infirmier à la place des médecins, les généralistes à la place des spécialistes, etc., etc. On va pouvoir être complémentaires et ceci va rehausser le niveau du système de santé. Et les médicaments, comme le dit l'OMS, est l'un des 6 piliers du système de santé, mais le pilier le plus fondamental, parce que si vous faites un diagnostic et que le médicament n'est pas disponible, ou le médicament n'est pas qualité, il n'y aura pas de guérison. Et comme le dit l'adage, sans médicament, pas de programme, et sans programme, pas de santé. Et je voudrais ici saisir l'opportunité pour dire que pas de retour pour cette réforme. Et demander aussi à tous les acteurs de s'y inscrire, d'y adhérer, de la soutenir et de savoir qu'elle est venue pour l'intérêt général et que dans l'intérêt général, chacun va trouver son intérêt et que les textes vont être pris, appliqués et immédiatement et jamais de retour dans cette réforme. Et je préfère toujours que l'approche participative que le gouvernement avait prise dès le départ, parce que dans la commission interministérielle étaient représentés les professionnels, les investisseurs. Pour la révision de cette loi, on a pris l'ancienne loi qu'on avait distribuée à l'ordre des pharmaciens, au syndicat des pharmaciens, à l'association des pharmaciens, à la fédération des investisseurs et à la fédération de la santé des patronats. Et on leur a dit, voilà l'ensemble des articles de cette loi, faites vos propositions d'amendement. Nous avions reçu ces amendements que nous avions étudiés, sur lesquels on avait échangé. Ils avaient été présentés devant la commission interministérielle. Et cette loi est le fruit de cette approche participative. Et je pense qu'on doit rester dans la même dynamique aussi dans sa mise en œuvre. En tout cas, merci, docteur, pour ce langage vraiment compréhensif, accessible à tout le monde. Docteur Gueye, si vous avez un dernier mot à dire. Bon, c'est adhérer, comme l'a dit le docteur Ebi, donc c'est adhérer à cette nouvelle réforme du secteur pharmaceutique, donc dans toute sa splendeur, que tout le monde y adhère, que ce soit professionnel de santé, investisseurs, et promoteurs, et voilà. Merci. En tout cas, merci à vous deux.
Merci. C'est la fin de l'émission, où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Je remercie à votre nom Dr Ebi Cheikh Elkhou, conseiller technique chargé des médicaments et produits de santé au ministère de la Santé. Je remercie également Dr Thierno Mamadou Bokar Gueye, pharmacien, inspecteur pharmaceutique au ministère de la Santé. À la semaine prochaine. Au revoir.